Chapitre 26. Orfeo. Je n'ai pas fait exprès, je balbutie. Le corps de mon faucon gît sur les dalles glacées, immobile. Celui de son protégé se dresse dans l'ombre de la porte, frémissant. Jusqu'à présent, celui que j'appelais mon démon gardien m'a mystérieusement apporté son aide. Mais maintenant que j'ai assommé et peut-être même tué son maître, l'homme qui l'a sauvé et recueilli, je doute qu'il soit aussi conciliant. Il a trébuché et il est tombé tout seul, je prétends, les lèvres tremblantes. En guise de réponse, les chaussons de cuir de la créature s'avancent lentement. Le reclus pénètre dans la faible lumière de la lanterne, plus distinct que je ne l'ai jamais vu. Les culottes de toile enserrant ses cuisses massives et la tunique enveloppant son torse puissant sont couverts de coutures. C'est lui-même, je le devine, qui a rapiécé ses vieux habits, tout comme il a recousu les plaies des têtes coupées. Quant à sa face penchée vers le sol, elle est toujours cachée par la profonde capuche du chaperon de cuir retombant sur ses épaules. Il s'accroupit auprès du corps de mon faucon, dont la perruque est tombée dans la chute, exposant son crâne dégarni. Le reclus tend sa large main. Elle a une couleur verdâtre, presque translucide, qui me rappelle la surface des mares d'altitude en Auvergne, couverte d'algues vertes que le soleil ne parvenait jamais à pénétrer tout à fait. Ses longs doigts passent sur le crâne nu de mon faucon, avec un respect inattendu chez une telle créature. Lorsqu'il relève la main, je peux voir briller une substance sombre sur la pulpe de son index, du sang frais. Il saisit alors le pichet d'étain, lui aussi est couvert de sang. Ses épaules se mettent à frémir, tandis qu'un grondement de bête blessée s'élève de sa capuche. « Je te jure que c'était un accident !» je m'écrie, sentant la panique me gagner. La créature se relève avec la souplesse d'un félin et fonce sur moi. Son odeur de feuilles mortes me sature les narines. Son grondement de détresse, car c'est de cela qu'il s'agit, me vrille les oreilles. Ses doigts, qui l'instant d'avant effleuraient délicatement la nuque de mon faucon, se referment sur mon bras pour le broyer. Ivre de terreur, je me débats, m'accroche à la capuche de ma main libre. « Tu dois me croire !» je hurle. « Tu dois me croire, Orfeo !» Au moment même où je prononce ce nom, j'arrache la capuche. Le reclus lâche aussitôt mon bras pour se couvrir le visage de ses énormes mains. Pas assez vite cependant pour me cacher ses yeux, dont j'aperçois l'éclat l'espace d'une seconde. Deux grands yeux vert pâle. Nous restons un instant immobiles, l'un face à l'autre, la prisonnière enchaînée à la table de torture et le monstre dissimulé derrière le masque de ses mains. « Orfeo !» je répète dans un murmure, sentant tout le pouvoir de ce nom qui l'humanise, le tire du royaume des abominations pour le hisser dans celui des humains. « Regarde-moi, Orfeo, et laisse-moi te regarder. » Ses longs doigts glauques tressaillent. Au-dessus des manches de sa tunique, je peux clairement distinguer les points de suture noircis encerclant ses poignets, tels deux bracelets, comme s'ils avaient été cousus aux avant-bras. Je m'efforce de dominer ma peur. Je sais que tu me comprends, et je sais aussi que ces mains derrière lesquelles tu te caches sont capables de faire des merveilles. Elles savent redonner leur dignité aux morts et tirer d'un harmonica des notes qui font chavirer le cœur des vivants. D'un geste hésitant, Orfeo écarte enfin ses paumes. Ses yeux réapparaissent. On dirait des morceaux de jade, piqués de prunelles noires et vibrantes. Le visage qui se compose autour de ces gemmes étranges oscille entre la beauté et l'horreur. Une grâce funèbre se détache du nez puissant et droit, de la bouche aux lèvres pâles de noyer, des paupières piquées de longs cils noirs, semblables à de délicates pattes d'insectes. Au coin de la paupière droite, la larme tatouée dont m'a parlé mon faucon bave un peu, comme si l'encre avait commencé à se dissoudre. Sous ces traits qui pourraient être ceux d'un jeune mort de 20 ans, le cou est cerné d'une longue ligne de points de suture, dessinant un collier en pointillés violacés. La tête d'Orfeo a été greffée sur un tronc qui n'est pas le sien. « Je m'appelle Jeanne », dis-je dans un souffle. Un tintement retentit soudain, provenant de la vieille horloge au fond de la cellule. Il est 7 heures. La gorgée du roi, le duel imminent, et Tristan qui m'attend. « Merci de m'avoir sauvée l'autre soir, quand j'allais tomber du toit, dis-je à Orfeo,
m'efforçant de ralentir mon débit qui s'emballe pour qu'il me comprenne. « Merci de m'avoir permis de dire adieu aux miens. Et merci d'avoir mis leur reste en un lieu sûr, où les ghouls ne les profaneront pas. » Il me semble voir une flamme s'allumer dans les yeux de Jade. Oui, une flamme d'émotion. Mon faucon a dit vrai. Son étrange protégé peut réellement entendre le chant des eaux. Celui des têtes de ma famille a dû le toucher au cœur. Ce cœur vivant que j'ai senti battre dans sa poitrine figée lorsqu'il me serrait contre lui. « Ce soir, c'est à mon tour de t'aider, » lui dis-je précipitamment. « Je suis fille d'apothicaire. Je connais les gestes qui peuvent soigner ton maître et le remettre sur pied. Mais pour cela, il faut que tu me libères. » J'agite la cheville, faisant cliqueter les lourds maillons qui me retiennent prisonnière. « S'il te plaît, va prendre la clé de la chaîne dans le trousseau de ton maître. » Orfeo se retourne vers le corps inanimé de mon faucon. Je l'encourage de la voix la plus douce possible, alors que je voudrais crier pour vaincre ses réticences. « Le temps presse, Orfeo. » Il glisse jusqu'au corps de mon faucon, et de ses longs doigts à la fois puissants et précis, retire le trousseau de clés, sans en faire teinter une seule. Avec la même délicatesse, il introduit la plus petite des clés dans la serrure de la chaîne à ma cheville. L'arceau de fer s'ouvre. Je suis libre. « Merci, » dis-je. Je tends la main vers la sienne. Au moment où mes doigts touchent sa peau froide, je lutte contre le réflexe de les retirer aussitôt. Il me suffit de plonger mes yeux dans les siens pour vaincre ma répulsion. Il y a une âme au creux de cet assemblage de chair morte, fondues les unes dans les autres et miraculeusement conservées par la puissance des ténèbres. Orfeo ne possède pas la grâce glacée des vampires qui semblent taillés dans le marbre, mais dans son imperfection même, il est plus vivant qu'ils ne le seront jamais. Mon faucon me l'a décrit comme une ébauche de vampire raté. À mes yeux, cette ébauche est poignante. Mes doigts se referment doucement sur le trousseau de clés. Orfeo me laisse les prendre sans chercher à les retenir. Il remue ses lèvres exsangues, comme pour formuler des mots qui ne veulent pas sortir. Sa bouche dépourvue de langue n'est capable d'émettre qu'un son profond et caverneux, pareil à l'écho des grottes de mes montagnes, où je trouvais refuge lorsqu'une averse me surprenait en pleine chasse. La frustration de ne pouvoir s'exprimer froisse son étrange visage. Il glisse alors une main dans la poche de sa tunique et en sort une tuile d'ardoise dérobée à un toit et un morceau de craie usée. Il se met à tracer des lettres aussi précises que ses travaux de suture. Les os du maître n'ont pas commencé à chanter. Il n'est pas encore mort. Merci de le soigner. Le fait de lire ces mots parfaitement calligraphiés me serre le cœur. Voilà une preuve supplémentaire de la sensibilité palpitant dans le corps d'Orfeo. Ce que je m'apprête à lui faire subir n'en est que plus cruel. « Peux-tu m'attraper ce flacon de formol, là sur l'établi ?» je lui demande, en faisant mine d'étirer mes bras courbaturés. L'odeur puissante devrait aider ton maître à reprendre ses esprits. À peine Orfeo a-t-il le dos tourné, que j'attrape la lanterne au plafond, saute au bas du chevalet, et me précipite sur la porte, toujours entr'ouverte. Le cœur battant à tout rompre, je me rue dans le couloir et claque le lourd battant de fer derrière moi. Du bout de mes doigts tremblants, j'enfonce la plus grosse clé du trousseau dans la serrure et tourne un tour. Un poing massif s'abat de l'autre côté, faisant trembler le panneau sur ses gros gonds. Je tourne la clé une deuxième fois. Le martèlement du reclus pris au piège comme une bête sauvage envoie des vibrations furieuses dans ma main et jusque dans mon épaule. J'arrache la clé de la serrure, comme une dague qu'on retire d'un dos poignardé. Je lève la lanterne vacillante et je m'enfuis dans les souterrains. Même lorsqu'il n'y a plus que le fracas de ma course dans les couloirs abandonnés, j'ai l'impression d'entendre encore gémir Orfeo. Le dernier d'une longue série d'alliés que j'ai trahis, et certainement le plus innocent de tous. L'air glacé de la dernière nuit d'octobre me gifle au sortir de la grande écurie. Mes pieds ont instinctivement retrouvé le chemin qu'ils avaient emprunté début septembre, jusqu'à l'étroit escalier en colimaçon conduisant à la porte de service. L'une des clés du trousseau de mon faucon a eu raison de cet ultime obstacle. Me voici à présent dans la ruelle où j'avais débarqué 2 mois plus tôt. Même si j'ai reboutonné la manche de mon bustier, je frissonne, mes dents claquent. Il me faut gagner le château au plus vite, avant de mourir de froid dans cet automne polaire. Je dois trouver la galerie des glaces, avant que les naïs soient déclarés vainqueurs par forfait. Je me précipite vers la place d'armes, chaque bouffée d'air lardant mes poumons de 1000 aiguilles de givre.
La vaste esplanade est déserte, sans coche, diligence ni carrosse. À cette heure, tous les courtisans sont déjà réunis au château pour les réjouissances de la nuit. 6 gardes suisses postés devant l'ouverture béante du mur de la traque, emmitouflés dans d'épais manteaux de fourrure, croisent leurs hallebardes pour me bloquer le passage. « Qui va là ?» gronde un 7e, le plus gradé, envoyant un nuage de vapeur dans la nuit. « Je suis Diane de Gastefriche, finaliste pour la gorgée du roi !» Je m'écrie. « Sa Majesté m'attend !» L'officier porte la main à la poignée de son épée, hésitant sur la conduite à adopter devant cette folle à moitié gelée qui ose invoquer le nom de l'immuable. Sous sa toque de fourrure enfoncée jusqu'au bas du front, ses yeux brillent d'un éclat suspicieux à la lueur des torchères. D'un coup de lame, il pourrait me trancher la gorge. « Je reconnais ses cheveux gris, capitaine !» s'exclame soudain l'un de ses hommes. « C'est la fille qui est entrée au palais comme une mendiante l'été dernier et qui en est ressortie comme pupille de roi. » Pupille de roi. Ces mots magiques font l'effet d'un sésame. Les hallebardes s'écartent. Le capitaine baisse son épée pour m'offrir son bras. Nous nous enfonçons dans l'épaisseur du mur de la traque. La grille d'honneur surgit au bout du tunnel, surmontée de son lugubre masque d'Apollon nocturne. Le château gigantesque, que j'avais découvert bourdonnant de courtisans à la fin de l'été, se dresse au milieu du grand silence de la nuit. Derrière les centaines de fenêtres hermétiquement closes, des myriades de lustres étincellent de 1000 feux. « Plus vite, plus vite !» je crie au capitaine. « Où se trouve la galerie des glaces ?» Il désigne du doigt le corps central du palais, au bout d'une majestueuse cour dallée en damier. « La galerie est au premier étage, du côté des jardins, » halète-t-il. « On y accède par l'escalier des ambassadeurs. » J'avance si vite qu'il est obligé de me suivre en courant, ses lourdes bottes fourrées peinant à rattraper mes souliers légers. « Laissez-la passer !» ordonne-t-il au garde effaré, posté devant une grande entrée éclairée de flambeaux. Il s'écarte, et c'est ainsi que je pénètre pour la première fois de ma vie dans la demeure de l'immuable. Non pas comme je l'avais imaginé, en grande pompe et entourée de tout le personnel de la grande écurie, mais seule et grelottante. Après la pénombre de la nuit, la blancheur des murs immenses m'éblouit. L'éclat aveuglant des lustres en cristal me brûle les yeux. Je me jette à tâtons dans un colossal escalier de pierre. Il est taillé dans des marbres de couleur rouge, verte, grise, composant un kaléidoscope qui me donne le tournis. Les oriflammes dégoulinant des rambardes monumentales sont plus étourdissantes encore. Espagne et Portugal, Prusse et Germanie, Savoie et Piémont et tant d'autres encore. Des dizaines de drapeaux frappés de la chauve-souris, marquant l'allégeance au roi des ténèbres. Il y a là tous les vice-royaumes de la Magna Vampiria, dont j'étudiais jadis les minuscules emblèmes dans l'atlas familial, et qui m'écrasent à présent sous leurs étendards aussi vastes que des voiles. Et moi, la petite campagnarde, comme dirait mon faucon, j'ose défier cette invincible armada. Je fais irruption en haut de l'escalier, le capitaine des gardes suisses toujours sur les talons. « Place ! Place !» s'époumonne-t-il. Une nouvelle flopée de gardes s'écarte, pour me laisser pénétrer dans un salon surchargé de moulures dorées, entre lesquelles s'ouvrent de grands panneaux peints de scènes mythologiques. Des parfums riches et entêtants m'enflamment les narines. Des dizaines de courtisans sont parqués là, tous mortels si j'en crois la couleur de leurs talons. « Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez raisonnables et laissez-nous passer », implore le capitaine. Il ne peut s'adresser à ces nobles d'un ton martial comme il l'a fait jusqu'à présent. Et du reste, les courtisans ne semblent pas du tout disposés à se pousser. Mon instinct me dit que ce sont là les moins bien lotis des habitants du palais, pas suffisamment en grâce pour avoir l'honneur d'accéder à la galerie des glaces. Comme l'a dit Chantilly, seule la fine fleur de la noblesse est conviée au duel. Depuis des années, des générations peut-être, ces dames et ces seigneurs venus des 4 coins de la Vampiria ont dû délaisser leur vaste domaine pour s'entasser au château dans des chambres minuscules, au plus près d'un monarque qui les dédaigne. À présent, c'est vers moi qu'ils retournent leur amertume. Une invitée échevelée et bleue de froid, sans même un manteau pour se couvrir. Voilà enfin quelqu'un de plus méprisable qu'eux. « Quelle extravagante !» grince une femme à la face criblée de mouches. « Quelle intempestive !» rétorque un petit monsieur juché sur des souliers à boucles d'or. « Faites la queue comme tout le monde, si vous voulez avoir une chance d'apercevoir le roi à la fin de l'épreuve !» me jette un autre poudré. Ces mondains parlent déjà de la fin de l'épreuve.
Tel un écho à leurs paroles pleines de bile acide, un tintement sourd retentit soudain. Bom! C'est le premier coup de 8 heures, qui sonne aux multiples horloges du palais. « Laissez-moi passer !» j'implore, en exécutant une révérence comme me l'a enseigné Barvock, dans l'espoir de les attendrir. Bom! Le deuxième coup s'abat, repris en écho par tous les clochers de Versailles, derrière les hautes fenêtres festonnées de velours cramoisi. Les courtisans ne bougent pas d'un iota. Je lorne au-dessus des perruques saturées de fanfreluches et de rubans, en quête d'une issue. Mon regard affolé se heurte aux peintures murales. Elles représentent toute une jeune femme courant à travers des forêts nocturnes. Diane, la déesse de la chasse, dont j'emprunte le nom, mais transmutée en vampire. Au lieu de donner Actéon en pâture à ses chiens, comme dans les métamorphoses d'Ovide, c'est elle qui lui déchire la gorge de ses dents acérées. Le malheureux chasseur couronné de bois, déjà à moitié changé en cerf, semble me regarder avec la même détresse que Bastien, mon pauvre frère, au moment d'expirer. Un rugissement sauvage monte du fond de mes entrailles. « Je suis Diane de Gastefriche, pupille du roi, et je vous ai dit de me laisser passer !» Bom! Au moment où tonne le troisième coup aux horloges et au clocher, faisant fi de toutes les règles d'art courtois, je plante le capitaine inutile derrière moi et je fonce tête baissée. Pareil à un boulet de canon, j'écrase les souliers vernis, je bouscule les riches manteaux, je fends les robes empesées. Je débarque dans un deuxième salon, tout entier dédié aux représentations de Mars. Sur la plus grande des peintures, le dieu de la guerre au teint vampirique est vêtu d'une armure épineuse entièrement rouge de sang. Quant à la pièce, elle est 2 fois plus vaste que la première et 4 fois plus peuplée. Bom! Le 4e coup résonne au-dessus du tumulte des conversations. Je fonce de rechef dans le tas, jouant des coudes et des genoux au milieu d'un concert de protestations outrées, jusqu'à un nouveau salon, orné des portraits et statues du dieu Mercure. Les ailes de colombe à ses sandales véloces ont été remplacées par des ailes de chauve-souris. Ce cauchemar n'en finira-t-il donc jamais? Bom! Me répondent les horloges, inexorables. Je fends le salon de Mercure, pensant atteindre enfin la galerie des glaces, pour arriver dans une pièce entièrement tapissée d'or, le salon d'Apollon. L'effigie nocturne du dieu solaire, que j'avais vue au-dessus de la grille d'honneur, est reproduite sur tous les murs, me donnant l'impression vertigineuse que des dizaines d'yeux noirs m'épient. Bom! À garde, je me rends compte que de nombreux talons rouges parsèment désormais la foule, qui piétine d'impatience, signe que j'approche du but. La sensation de froid, elle aussi, va croissant, mais il ne m'est plus aussi facile de me frayer un chemin. Si mes réflexes de chasseresse m'ont permis de slalomer entre les courtisans mortels engoncés dans leur tenue d'apparat, il en va tout autrement des immortels. Sur mon passage, des ongles cruels s'accrochent à moi comme autant de griffes, déchirant ma jupe de soie fine, arrachant mes barrettes, défaisant mes cheveux. Bom! Au moment où résonne l'avant-dernier coup de l'heure fatidique, je m'extirpe du salon d'Apollon pour me jeter dans une ultime salle. Ultime, oui, je le sens, car elle est différente de toutes celles qui l'ont précédée. Ici, point de courtisans. Il n'y a que des majordomes en livrée et des gardes armés jusqu'aux dents, postés au garde-à-vous sous de gigantesques fresques peintes, représentant les campagnes du roi des ténèbres. Champs de ruines et de morts s'étendent à perte de vue, témoignant du temps lointain où l'immuable a unifié la Magna Vampiria pour la figer à jamais sous son joug. Au milieu de ce spectacle de désolation, se dresse une grande porte ouvragée. Celle qui, j'en suis sûre, mène à la galerie des glaces. Je m'élance de toutes mes forces. Bom! Une main s'abat sur mon épaule, en même temps que résonne le dernier coup de 8 heures. Je tombe à genoux sur les dalles de marbre, haletante. Interdiction d'entrer dans la galerie des glaces sans autorisation expresse du roi, tonne une voix. Le crâne vibrant, je me redresse pour identifier celui qui a stoppé net ma course folle. Ce plastron de cuir ocre et ce turban sous lequel luisent des yeux sombres. « C'est moi, Surage !» je balbutie. « C'est Diane !»« Diane ?» dit-il, en fronçant ses épais sourcils noirs. Il rengaine sa dague à double lame, qu'il avait sortie par réflexe. Puis il me tend la main, comme jadis dans les jardins royaux. Mais l'été dernier, son bras était ferme et inflexible, alors qu'aujourd'hui il tremble un peu. « Mille pardons », s'excuse-t-il.
Le roi m'a confié ce bataillon avec pour consigne d'arrêter tous les importuns. Vous vous êtes élancé comme une forcenée et je ne vous avais pas reconnu. Eh bien, vous savez qui je suis maintenant, dis-je en me relevant, à bout de souffle. J'imagine que tous les aînés sont là, derrière cette porte, et que les duels vont commencer. Il hoche la tête, blême. L'anxiété que je lis sur son visage me rappelle soudain celle de la véritable Diane de Gastefrisch, lorsqu'elle nous avait accueillis dans sa chambre, Bastien et moi. Prisonnière de la volonté de son horrible père, elle avait laissé son amoureux tomber dans un piège mortel, sans avoir la force de l'en détourner. Ce soir, Suraj est dans la même situation d'impuissance que la Banneret. L'amoureux qui l'a rejeté, mais pour lequel je sens qu'il continue de nourrir les sentiments les plus vifs, se trouve derrière cette porte. Raphaël est sur le point de commencer un duel qui lui coûtera peut-être la vie. Si l'Indien tremble, c'est parce qu'il brûle d'intervenir sans pouvoir s'y résoudre. Il est écartelé entre son amour interdit et son allégeance au roi, tout comme la fille du baron était déchirée entre Bastien et son père. Un geste de ta part, et Raphaël renoncera au duel. Je lui glisse à l'oreille, dans un tutoiement que lui seul peut entendre. C'est uniquement pour se rapprocher de toi qu'il concourt à la gorger. Par ton silence, tu risques de le perdre à jamais. Je m'écarte de lui. Ses yeux noirs se sont écarquillés de stupeur, comme s'il prenait soudain conscience de quelque chose qu'il avait toujours su au fond de lui, sans oser l'admettre. « Allons, messieurs !» dis-je à haute voix, en me tournant vers les majordomes flanquant la porte. « Je suis Diane de Gastefrisch, la dernière aînée qui manquait à l'appel. Ouvrez-moi car je suis attendue. » D'un signe de la tête, Suraj ordonne aux gardes de nous laisser passer. Les deux battants s'ouvrent, sur un torrent de lumière plus éclatant que le jour.